Qui n'a jamais rêvé un jour de découvrir des mondes très différents du nôtre ? Voir de ses propres yeux des océans morts aux hummocks de diamants, se baigner dans des lacs de méthane brumeux, plonger dans des nuages toxiques qui cachent des paysages arides. Et bien sûr, faire tout cela sans mettre sa propre vie en danger. Hubble, abonne-toi. Sur la planète Terre, il reste de moins en moins d'endroits inexplorés. Que doit faire l'humanité avec sa soif insatiable de connaissances ? Bien sûr, il faut tourner notre regard vers le ciel pour regarder au-delà de notre propre planète. Désormais, les longues vues et les télescopes ne nous suffisent plus. À l'heure actuelle, le moyen le plus pertinent d'étudier le système solaire et même l'espace au-delà, ce sont les stations interplanétaires automatiques. Puisqu'un tel voyage est coûteux, il faut choisir la cible sans se tromper. Mais que faire si chacune des planètes voisines est intéressante et remarquable à sa manière ? La tâche n'est pas facile, mais à l'été 2016, un nouvel objectif a tout de même été défini. Il s'agit du géant Jupiter, la planète la plus mystérieuse du système solaire. Pourquoi Jupiter précisément ? Malgré ses dimensions impressionnantes et son apparence élégante, nous ne savons pratiquement rien sur le champ magnétique de la planète, sa structure interne et ses satellites les plus proches, comme Io, Ganymède et Europe. À quel appareil cette mission a-t-elle été confiée ? Pour le savoir, la National Aeronautics and Space Administration a envoyé une mission vers Jupiter. La sonde automatique Unona est la deuxième sonde à explorer cette région après la célèbre Galileo, qui est restée près du géant gazeux pendant 8 ans entiers. Unona a pour mission de préciser les données déjà obtenues, et de les compléter de manière significative, c'est pourquoi la mission de la sonde est très importante. Les nuages brillants de Jupiter contiennent-ils de l'eau et de l'ammoniac ? Le noyau de la planète est-il solide ? En quoi les tornades du pôle Nord diffèrent-elles de celles du pôle Sud ? Et enfin, est-il possible de dresser une carte des ouragans de Jupiter ? À ces questions et à d'autres, la station automatique Unona répondra certainement et il est à même possible qu'elle parvienne à découvrir de nouveaux objets à la surface des satellites. Le ministère de la mythologie précise que l'appareil a été nommé avec l'humour des scientifiques. Unona est l'épouse de Jupiter, soit Zeus en mythologie grecque. Selon la légende, elle seule a réussi à percer les épais nuages et à découvrir les ruses de son mari rusé. En vérité, comme vous nommez votre yacht, il naviguera. Alors, qu'a donc vu Junon dans les nuages agités de Jupiter et qu'a-t-elle découvert de nouveau sur ses satellites ? Il est remarquable que pour le vol, les sondes aient été équipées de panneaux solaires et de figurines. Lego, oui, vous avez bien entendu, n'est-ce pas ? Elles sont faites en aluminium pour résister aux conditions extrêmes de l'espace et représentent les silhouettes du dieu Jupiter, de son épouse Junon et de Galilée lui-même, qui a autrefois découvert les 4 plus grands satellites de la planète géante. Mais pourquoi des panneaux solaires et non des générateurs thermoélectriques à radioisotopes ? En fait, il s'agit de matériaux innovants, des éléments radioélectriques qui peuvent être utilisés avec succès, même à une distance d'environ 5 unités astronomiques du Soleil. Cependant, lorsque l'appareil passera dans l'ombre, il utilisera une source d'alimentation de secours, des batteries lithium-ion. De quels instruments la sonde a-t-elle été équipée pour étudier en profondeur Jupiter et ses lunes ? Tout d'abord, il y a le magnétomètre, qui est fixé à l'un des panneaux solaires. Cet instrument est destiné à surveiller la magnétosphère de la planète. Juno est également équipé d'un spectromètre pour étudier les aurores polaires, d'une seule caméra vidéo tricolore et d'un radiomètre à micro-ondes. En effet, tout le monde sait que Jupiter émet sans pitié des radiations sur de nombreux kilomètres à la ronde. Avec un tel équipement, aucun secret de notre géant et de ses satellites n'échappera à Juno. Et en effet, la sonde a réussi à surprendre les scientifiques. Ce que les observateurs ont vu n'a pas d'équivalent. C'est un véritable cadeau pour le Nouvel An car ce spectacle incroyable a été enregistré à la veille de la fête, le 27 décembre 2024. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une incroyable éruption volcanique sur le satellite jovien Io, un événement d'une ampleur jamais vue auparavant. Même si la caldeira de Yellowstone explosait, les résultats seraient bien moins impressionnants. La superficie de l'éruption sur Io était d'environ 100 000 km², soit 3 fois la taille du lac Baïkal, et comparable à celle d'une petite mer. C'est ainsi que Io a fait ses adieux à Juno,
car il s'agissait du dernier survol de la sonde près du satellite. Les scientifiques ont qualifié cet événement de plus puissant jamais enregistré en termes de volcanisme dans le système solaire. C'est ce qu'a affirmé Scott Bolton, responsable de la mission, en conférence de presse. Et pour cause, la puissance de rayonnement de la zone active du volcan en éruption a dépassé 80 000 milliards de watts. Les scientifiques supposent que plusieurs volcans partageant un même système de chambres magmatiques sont entrés en éruption simultanément. C'est pourquoi les paramètres sont aussi impressionnants, même pour Io. Les entrailles de cette planète, en éruption constante, rendent cet événement exceptionnel. Nous avons eu de la chance, grâce à Juno, de pouvoir voir de nos propres yeux des hypotrophes. Est-ce vraiment tout ce que la sonde automatique a observé sur Io lors de son passage près de Jupiter? Bien sûr que non. Elle a découvert de nouveaux objets auparavant non répertoriés à la surface de ce satellite agité. Il se trouve non loin de la ligne de démarcation lumineuse, appelée le terminateur, la frontière entre la face éclairée de l'astre et celle plongée dans l'obscurité. Sur cette photo, les 3 montagnes découvertes sont situées en haut de l'image. Pourquoi personne ne les avait remarquées auparavant? Très probablement, l'une des raisons est le fait qu'aucun appareil ne s'était jamais approché de la surface d'Io à une distance record de 1500 km. Savez-vous ce qui surprend le plus et même fait un peu peur? La carte thermique d'Io dans l'infrarouge, car elle donne une idée de la dangerosité des entrailles du satellite. Et c'est la faute de Jupiter, car c'est précisément l'influence gravitationnelle du géant qui a rendu Io aussi nerveux et instable. D'ailleurs, Junon a également capturé d'incroyables panaches d'éruptions volcaniques ou de geysers s'élevant dans le ciel d'encre du satellite. Quel objet sur Io avait déjà été étudié par le vieux Voyager 1 et Junon a repris le flambeau en l'immortalisant elle aussi avec sa seule caméra. Il s'agit de la grande pathéra volcanique Loki, d'un diamètre de 250 km. La sonde nouvellement arrivée, en plus de Voyager 1, a découvert dans la pathéra un lac de magma en fusion avec d'étonnantes îles d'un blanc immaculé. De plus, un examen plus approfondi a révélé que les zones solidifiées du lac de lave ressemblent, par leur texture, à du verre d'obsidienne. Attendons que les premières navettes de touristes spatiaux se rendent sur Io, la pathéra Loki promet de devenir une station balnéaire huppée. C'est pourquoi il vaut mieux réserver vos voyages à l'avance. Juno a aussi percé un secret. Ce secret concerne Europe, un autre grand satellite de Jupiter. Il s'avère que les rumeurs sur sa potentielle habitabilité pourraient être grandement exagérées. La sonde automatique, après avoir collecté des données, a découvert qu'Europe produit 100 fois moins d'oxygène que ce qui était supposé. Auparavant, les scientifiques étaient convaincus que le satellite glacé générait environ 1000 kg d'oxygène. En réalité, il s'est avéré que ce n'est que 1000 tonnes par jour. Si l'on ajoute à cela le terrible fond de radiation émis par Jupiter, les conditions pour l'apparition de la vie ne sont vraiment pas optimistes. Pourquoi parle-t-on toujours des satellites? Je me demande comment ça se passe avec Jupiter pour lequel Junon a fait ce voyage incroyable. La sonde a-t-elle envoyé de nouvelles données sur le géant? Bien sûr, oui. Il est difficile de trouver une atmosphère plus agitée parmi les planètes du système solaire. C'est pourquoi les nouvelles informations concernaient principalement l'atmosphère de Jupiter. Tout d'abord, admirons ensemble les incroyables images des motifs turbulents de la couche nuageuse du géant. Mais la découverte la plus importante est le pôle sud de Jupiter que Juno a réussi à observer de près et à photographier pour la première fois. Il est intéressant de noter que, malgré l'apparente similarité des tornades monstrueuses qui font rage dans l'atmosphère de notre voisin gazeux, de nombreux cyclones diffèrent tant par leur apparence que par leurs caractéristiques. Par exemple, au pôle sud, 6 cyclones permanents font rage, 5 disposés en cercle et un au centre. Les vents y soufflent, selon les mesures de la sonde, à une vitesse d'environ 360 km/h. Étonnamment, toutes les tornades tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Devinez dans quelle direction tournent les cyclones du pôle nord de Jupiter? Exactement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'ailleurs, il y a 9 tornades au pôle nord. Quelles sont les dimensions de ces cyclones? Le diamètre de l'un d'eux est d'environ 4500 km. On pourrait penser que la situation est stable et qu'il n'y a pas de surprises à attendre. Mais ce n'est pas le cas.
À l'automne 2019, lorsque Juno est passée pour la 22e fois près du pôle Sud, elle a découvert un 7e cyclone, apparu récemment et qui s'est littéralement imposé de force dans le groupe des anciens tornades. Rien n'est immuable dans ce monde, à l'exception peut-être de la voix puissante de notre géant gazeux. La cerise sur le gâteau que la sonde Juno a décidé d'offrir aux terriens le 7 mars 2024. Lors du 59e survol de Jupiter, une photo épique a été prise, celle du minuscule satellite amalté sur fond de la gigantesque tempête qui fait rage depuis plus de 3 siècles et demi. Il est difficile d'appeler ce satellite une lune jovienne, car le diamètre de ce corps céleste n'est que de 168 km. Pourtant, il est tout de même classé parmi les satellites, même si, en raison de ses dimensions insignifiantes, Amalthée n'a jamais pu atteindre une forme sphérique. Cependant, cette lune de la taille du Liechtenstein possède un paysage particulier. Montagnes, vallées, collines, ravins et même de nombreux cratères météoritiques. La sonde a capturé Amalthée au-dessus de l'hémisphère nord de Jupiter, près de l'équateur. Il est à noter que ce satellite est l'un des objets les plus rouges du système solaire. Combien de temps la mission de Junon va-t-elle encore durer et quel sort attend la station interplanétaire automatique ? En fait, elle devait cesser de fonctionner dès 2021, mais la sonde a été si performante que la mission a été prolongée jusqu'en 2025. L'accent des recherches ultérieures a été légèrement déplacé vers les satellites galiléens. Junona est plus active que jamais, donc il serait impardonnable de la détruire maintenant dans l'atmosphère mortelle de Jupiter. D'ailleurs, pourquoi un tel sort est-il réservé à la sonde ? Après tout, une Junona non contrôlée pourrait simplement entrer en collision avec l'un des satellites qui entourent le géant. C'est précisément ce scénario que les scientifiques craignent, c'est pourquoi ils ont planifié à l'avance la destruction de la station automatique. En cas de collision avec objet immergé, avec Europe, Ganymède ou un autre satellite de Jupiter, il existe un risque de contamination de l'astre par du biomatériel terrestre, ce qui est extrêmement indésirable pour les recherches futures. Comme vous pouvez le voir, les plans sont assez ambitieux, donc nous pouvons nous attendre à de nombreuses découvertes et sensations très bientôt. Si vous ne voulez manquer aucune nouvelle sensationnelle, suivez attentivement les mises à jour sur notre chaîne et partagez vos prévisions dans les commentaires. À quelle planète pensez-vous d'abord quand on évoque la colonisation spatiale ? Quel visage vous vient immédiatement à l'esprit ? C'est bien sûr la poussiéreuse Mars et le légendaire masque. Nous en savons probablement plus sur la planète rouge que sur n'importe quelle autre de nos voisines, mais loin de tout connaître. Récemment, l'Agence spatiale européenne a publié une photo sur laquelle on distingue clairement des colonies d'araignées martiennes. On pourrait croire que voilà la réponse à la question. Y a-t-il de la vie sur Mars ? Mais ce ne sont pas toutes les nouvelles. Des recherches récentes montrent qu'il y a de l'eau sur la planète rouge, mais pas du tout là où nous le pensions. Alors, qu'est-ce que la mystérieuse Mars nous cache encore ? La planète, nommée d'après le dieu de la guerre, 4e en distance par rapport à notre étoile mère, appartient au corps céleste du groupe terrestre. Cela signifie que Mars est composé de roches solides et que sa structure interne est faite de roches dures, avec un noyau au centre, ainsi qu'un manteau et une croûte. La question se pose, pourquoi ne sommes-nous pas encore sur Mars si elle ressemble tant à la Terre ? Malheureusement, la ressemblance s'arrête pratiquement là. Si l'on regarde objectivement, Mars n'est pas un environnement très confortable pour l'homme, même avec une combinaison spatiale moderne. La pression à sa surface est 160 fois inférieure à celle de la Terre en raison de son atmosphère très ténue. La température moyenne y est de moins 63 degrés Celsius et il y a presque en permanence des tempêtes de poussière violentes. Certaines tempêtes peuvent couvrir le ciel d'un voile impénétrable pendant 6 mois ou plus. Quoi qu'il en soit, la proximité de Mars avec la Terre pousse depuis des années les scientifiques et les futurologues à réfléchir à la terraformation et à la colonisation de la planète. Encore une fois, l'image du vieux Zilon apparaît dans mon esprit. La terraformation est un processus long,
qui peut s'étendre sur des siècles, voire des millénaires. En effet, il faudra modifier radicalement plusieurs caractéristiques physiques de Mars, augmenter la pression atmosphérique et la température, créer quelque chose de semblable à une couche d'ozone pour se protéger des rayons ultraviolets intenses, ainsi que former un champ magnétique et une biosphère pour la planète. Des broutilles, n'est-ce pas ? Mais avant que les pommiers ne commencent à fleurir sur Mars, on peut au moins essayer de le coloniser. La principale préoccupation des astrobiologistes est la présence d'eau liquide. Quelle est l'hydrosphère de Mars et que révèlent les dernières recherches scientifiques à ce sujet ? À proprement parler, les réserves d'eau martiennes ne peuvent pas être qualifiées d'hydrosphère. À cause du froid, l'eau s'est depuis longtemps changée en glace plus dure que la pierre, d'où le nom de cryolithosphère donné par les astrophysiciens. D'après les observations commencées au XIXe siècle, il est évident qu'il y a de l'eau sur Mars, mais en très petite quantité, principalement concentrée dans les calottes polaires. Beaucoup établissent des analogies avec l'Antarctique, affirmant que de tels endroits extrêmes se sont formés selon un principe similaire. Mais en août 2024, le monde scientifique a été bouleversé par une sensation. Des chercheurs ont trouvé pour la première fois de l'eau à l'état liquide sur Mars, même s'il est difficile d'y accéder. C'est vraiment une avancée, car auparavant, toutes les recherches étaient concentrées soit sur les calottes polaires, soit sur les traces de vapeur dans l'atmosphère martienne. Comment cette découverte sensationnelle a-t-elle été faite ? Depuis 2018, la sonde Mars Insight Lander opérait sur Mars. Pendant 4 longues années, il est resté comme en hibernation, écoutant attentivement les sons de la planète et enregistrant les secousses de la croûte. Ces recherches révèlent qu'à 10 à 20 km de profondeur, un liquide est caché, en tenant compte du fait que, même sur Terre, nous n'avons réussi à forer qu'un puits de seulement 12 km de profondeur. Ensuite, pour des raisons encore floues, nous avons arrêté cette activité. Espérer une mission similaire sur Mars serait insensé, du moins pour l'instant. Y avait-il de l'eau à la surface jeune de Mars et où a-t-elle disparu ? Les lits de rivières asséchés, les cratères et les lacs suggèrent clairement que Mars n'a pas toujours été aussi aride et dépourvu d'eau. Les scientifiques estiment qu'une partie de l'eau s'est évaporée avec l'atmosphère il y a des millions d'années, mais que des réserves vitales ont tout de même pénétré sous la surface. Par analogie avec nos eaux souterraines, la sonde a découvert des réserves de liquide à l'endroit où elle se trouvait. Cependant, cela ne signifie pas que ce phénomène n'est pas observé ailleurs. Quelle est l'ampleur de ces réserves d'eau ? Les astronomes estiment que les eaux souterraines pourraient recouvrir Mars sous 1,5 km de profondeur, la rendant similaire à une planète de type Miller. Cela signifie-t-il que si l'eau se cache sous la surface, les habitats des Martiens pourraient également s'y trouver ? La colonisation de Mars vise aussi à répondre à cette question. Un avantage important est également que le sol de la planète rouge, bien qu'il soit sec, est riche en nutriments pour la culture des plantes. Matt Damon a réussi à cultiver une plantation de pommes de terre dans son module. Nous ne pourrons pas cependant revenons à l'eau martienne. Si autrefois la surface de la planète rouge était recouverte de plans d'eau, ils n'ont pas pu ne pas influencer la structure géologique de l'astre. En d'autres termes, sur cette question, les simples pierres peuvent en dire long. Portons notre attention sur les phyllosilicates. Les nombreux silicates en feuillet qui recouvrent la surface de Mars ne se forment qu'à partir de roches ayant été en contact prolongé avec l'eau. Ce fait est considéré comme une preuve indirecte du passé aquatique de Mars. À son époque, le rover Curiosity a envoyé à plusieurs reprises des photos de roches qui avaient clairement été altérées par l'eau. Et il s'agissait d'un véritable courant tumultueux. Si l'on combine ces recherches avec la collection de météorites tombés sur Terre en provenance de Mars, l'idée d'une vie sur la planète rouge devient de plus en plus évidente. La météorite a été découverte en Arctique fin décembre 1984 et nommée d'après les montagnes où elle a été trouvée lors d'un examen détaillé. On a découvert que cet autre rocheux, ayant quitté Mars il y a environ 15 millions d'années, porte sur lui des restes de nanobactéries que nous n'imaginons pour l'instant qu'en théorie. Les scientifiques affirment d'une seule voix que la météorite Allan Hills 8401 provient de l'époque du soi-disant Mars humide, mais récemment, un nouveau nom a été inscrit dans la chronique de pierre de la planète rouge.
En fait, le 25 septembre 2024, le rover Perseverance a découvert quelque chose d'extrêmement étrange. Qu'était-ce donc ? L'appareil ne porte pas le nom de Persévérance pour rien, car même s'il avance à la vitesse d'une tortue, il a déjà parcouru 40 km sur un terrain martien très accidenté. Et tout cela depuis 2021. Actuellement, le rover se trouve à l'intérieur du cratère d'impact G0, d'un diamètre de 49 km. Comme son nom l'indique, on considère cet endroit comme un ancien bassin lacustre d'environ 2,5 km de profondeur. C'est précisément là que Perseverance a été envoyée. La sonde explore depuis déjà 3 ans les roches anciennes au fond et sur les pentes de ce cratère, et elle a enfin trouvé quelque chose d'intéressant. C'est une pierre à la texture unique, semblable à un zèbre ou à du marbre clair. On l'a déjà surnommé le château de Freyja, la déesse nordique de l'amour, habitante de la cité céleste d'Asgard. Mais qu'y a-t-il d'étonnant ici? N'est-ce pas juste un autre caillou ennuyeux? Non, parce que cette pierre de 20 cm est absolument unique. Aucune pierre semblable n'a été trouvée à la surface de Mars dans aucun de ces sites. Le rover a jusqu'à présent transmis des informations assez limitées sur la composition de cet artefact. Cependant, il est évident que la pierre est friable et différente de la roche caractéristique de ce cratère. Il est donc possible qu'il ait été amené ici par un courant d'eau ou que la pierre ait roulé depuis une autre région de la planète. Quoi qu'il en soit, cette découverte a suscité un vif intérêt au sein de la communauté astronomique. C'est pourquoi les recherches se poursuivent. Que pensez-vous de la nouvelle concernant les araignées à la surface de la planète rouge en avril 2024? Des images effrayantes ont été publiées sur le site. Elles ont été prises par les sondes Trace Gas Orbiter et Mars Express. Sur les images, on peut voir des colonies entières de gigantesques araignées noires si l'on en juge par leur taille et la distance de prise de vue. Un rassemblement massif d'insectes s'est localisé dans la ville des Incas, une zone martienne qui ressemble visuellement à l'analogue terrestre d'une ancienne cité située dans les montagnes du Pérou. Cet endroit étonnant a été découvert autrefois par la sonde Mariner 9. Il est absolument incompréhensible comment ces crêtes linéaires, géométriquement parfaites, ont pu se former. Il existe une version selon laquelle les dunes martiennes se seraient pétrifiées avec le temps, quoi qu'il ait pu créer cet endroit. D'innombrables araignées noires se sont rassemblées précisément ici, sur un territoire d'environ 86 km de diamètre. En dépassant la panique, les scientifiques ont étudié les images et se sont calmés. La ressemblance avec des araignées n'était qu'apparente. En réalité, ce sont des geysers causés par les variations climatiques sur Mars. En hiver, le dioxyde de carbone atmosphérique gèle partiellement et s'accumule en glace sèche. Quand les rayons du soleil printanier, les images datant de fin avril, éclairent ces accumulations. La glace commence à fondre, passe à l'état gazeux et jaillit à la surface sous forme de geysers. Mais pourquoi ces geysers sont-ils noirs ? Avec la glace, un matériau sombre situé sous la croûte martienne remonte également à la surface. Il en résulte des motifs noirs en forme d'araignée, chacun pouvant atteindre 1 km de diamètre. Mais en regardant ces images, il est quand même difficile de ne pas penser que des hordes d'araignées répugnantes grouillent à la surface de Mars. La planète rouge est un objet d'intérêt qui ne disparaîtra pas tant que la civilisation humaine intelligente existera. Par exemple, la création d'un vaisseau de transport vers Mars est prévue depuis plusieurs années déjà. Le lancement du Starship est initié par la société SpaceX depuis 2016, mais pour l'instant, le projet est encore en phase de développement. En 2030, les Chinois prévoient de lancer une deuxième station interplanétaire automatique, Tianwen 3. Une autre portant un nom similaire fonctionne déjà avec succès sur Mars. Et enfin, la cerise sur le gâteau, un vol habité vers la planète rouge. Depuis les années 50 du siècle dernier, plusieurs projets ont été développés pour envoyer un vaisseau avec un équipage en mission, y compris, depuis 2010, le projet du vaisseau spatial du siècle, qui prévoit l'envoi sans retour de colons vers la planète rouge. Pourquoi pas de retour ? La raison est simple, c'est beaucoup moins cher ainsi, car l'expédition coûtera déjà 750 milliards de dollars. L'atterrissage est prévu dans des endroits où des objets artificiels ont déjà atterri avec succès auparavant. Qu'avons-nous si nous résumons toutes les découvertes, trouvailles et recherches liées à notre voisin rouillé ? Mars est souvent appelé de façon figurée la planète de la vie passée, suggérant clairement que des rivières coulaient à sa surface il y a des millions d'années, que des mers bouillonnaient, que la végétation prospérait et que, peut-être,
des représentants d'une civilisation intelligente y vivaient. Bradbury, dans ses chroniques martiennes, n'était pas si loin de la réalité. Aujourd'hui, la Terre n'est pas très accueillante. Des tempêtes de poussière à l'échelle planétaire avec des vents atteignant 100 mètres par seconde, l'absence d'eau en surface, une atmosphère raréfiée, une pression extrêmement basse et un sol finement pulvérisé. En peu de temps, tout cela mettra hors service n'importe quel équipement des modules terrestres s'ils sont un jour installés sur Mars. Mais malgré tout, c'est l'une des options les plus prometteuses dans notre voisinage. Ce n'est quand même pas sur Jupiter que nous allons aller. Vous avez entendu ? Un objet avec des extraterrestres venus de l'espace a été découvert près de notre planète. Qui se trouve à bord et est-ce que ce que contient cet objet peut anéantir l'humanité, comme dans la guerre des mondes, ou au contraire encourager l'apparition de nouvelles formes de vie ? Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien de tel à proximité relative de la Terre et que cela ne peut pas exister ? Réfléchissez-y à 2 fois. Et une autre question, existe-t-il un lien entre la Lune et l'un des astéroïdes proches de la Terre ? Et si oui, lequel exactement ? Pour trouver des réponses, retournons dans le passé, à la manière du roman de Stephen King 11-22-63 en 1999. En mai, un objet proche de la Terre découvert à l'observatoire de Soquera a été nommé Ryugu. Le nom fait référence à un château féerique, la résidence du dragon Rudzin, un personnage d'un conte japonais. Vous demanderez, qu'a-t-elle de spécial cette pierre ? Le groupe des astéroïdes Apollon proche de la Terre compte de nombreux objets. Pourquoi précisément Ryugu ? Au moment du lancement de la sonde Hayabusa 2, créée par l'agence spatiale japonaise, c'était la cible la plus appropriée pour l'étude du sol d'objets extraterrestres. L'appareil, dont le nom se traduit par Faucon pèlerin, a atteint l'astéroïde Ryugu en 2018 et pour la première fois dans l'histoire de l'astronautique, a initié l'atterrissage en douceur de robots modulaires à la surface d'un tel objet. La première partie de la mission a été accomplie, mais il restait la tâche la plus difficile. Collecter des échantillons de sol et les ramener sur Terre. Qu'attendaient les scientifiques ? Certains supposaient que l'astéroïde pouvait abriter une vie bactérienne sous des formes totalement inconnues, d'autres pensaient que l'appareil ramènerait sur Terre un virus dangereux contre lequel il n'existe aucun remède. Qu'a-t-on finalement réussi à découvrir ? Il ne faut pas s'imaginer des scènes du légendaire Armageddon avec Bruce Willis, tout était beaucoup moins personnel et bien plus prosaïque. Les modules ont atterri en sautant, créant un cratère artificiel d'où ils ont commencé à explorer l'astéroïde. On a pu estimer l'âge de Ryugu à 9-11 millions d'années, ce qui en fait un objet relativement jeune à l'échelle de l'univers. Mais quel événement a précédé la naissance de cet astéroïde ? Comme dans de nombreux cas, cet objet est né grâce à la mort d'un autre corps, plus grand, dont la disparition a provoqué l'apparition de Ryugu. Il y a 2 candidats à la parentalité. Le gros astéroïde de la ceinture principale, Evlavia, et l'énorme rocher sombre, Pulana. On pense que Ryugu s'est formé à la suite de la désintégration partielle de l'un de ces corps célestes nommés et qu'il en est, en fait, un fragment. Quelles autres caractéristiques de Ryugu nous intéressent-elles ? Il est évident qu'un objet aussi petit ne possède absolument pas de champ magnétique, les dimensions de l'astéroïde ne sont pas impressionnantes, son diamètre est inférieur à 1 km, la surface de Ryugu ne contient pas de poussière, elle est rocheuse et assez poreuse. D'ailleurs, si l'astéroïde entrait dans l'atmosphère de notre planète, il brûlerait probablement complètement. En effet, les corps célestes appartenant à la classe C sont incroyablement fragiles. Qu'est-ce que la surface de Ryugu cache encore à nos yeux ? Les modules du robot ont compté environ 4400 rochers sur l'astéroïde, dont la taille ne dépasse pas 5 mètres. Il y a aussi le roi des rochers, qui mesure 160 sur 120 mètres. Savez-vous quel est son principal mystère ? Il est incompréhensible de savoir comment il est arrivé ici. On ne peut expliquer qu'un bloc aussi gros ait été éjecté du cratère. L'astéroïde est aussi parcouru d'environ 80 sillons. On compte aussi un cratère artificiel, déjà évoqué, formé après la chute d'un module de 2 kg. Et maintenant, voici le plus remarquable, de quoi est composé le sol de Ryugu ? Existe-t-il réellement un virus dangereux ou une nouvelle forme de vie là-bas ? La précieuse cargaison est arrivée sur Terre en 2020, soigneusement emballée dans des capsules. Il a atterri en Australie, mais les scientifiques ont été cruellement déçus. La découverte la plus étonnante dans ces échantillons
a été celle des soi-disant grains présolaires, des fragments de minéraux apparus avant même la formation du système solaire. On a également découvert des acides aminés essentiels, certains hydrocarbures et des composés hétérocycliques contenant de l'azote. Malheureusement, ce sont précisément ces extraterrestres mentionnés au début de la vidéo. Aucune autre découverte notable sur l'astéroïde. Mais maintenant, nous allons ajouter une bonne dose de pessimisme à ces nouvelles neutres. Les scientifiques de l'Imperial College de Londres ont étudié avec enthousiasme ces échantillons et y ont trouvé des micro-organismes terrestres. Malheureusement, même une stérilité rigoureuse n'a pas suffi. La façon dont les bactéries ont non seulement survécu, mais aussi proliféré dans un substrat extraterrestre n'a pas encore été totalement élucidée. Mais le fait est évident. Des analyses ultérieures ont révélé qu'en une semaine, le nombre de bactéries terrestres est passé de 14 à 147. Les échantillons de sol de l'astéroïde Ryugu, après leur atterrissage en Australie, ont été envoyés dans des instituts scientifiques du monde entier. Et partout, le constat était à peu près le même. De quoi cela parle-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les astronomes doivent commencer à se soucier du niveau de stérilité des échantillons qu'ils reçoivent. Sinon, les missions coûteuses seront vouées à l'échec. Et maintenant, passons à notre satellite, la Lune rocheuse et sombre. Existe-t-il un lien entre elle et l'astéroïde Ryugu? Bien que ces objets soient absolument différents à bien des égards, il existe tout de même un lien et il réside dans la formation des deux objets. Si Ryugu est apparu à la suite de la destruction partielle de corps célestes plus grands, la Lune, selon l'une des hypothèses, serait également née à la suite d'un violent impact sur la Terre d'un objet appelé Theia. Mais est-ce vraiment le cas? Le modèle de la formation de la Lune par impact, ou méga-impact, est une hypothèse très populaire qui explique l'apparition de notre satellite. On pense qu'il y a plusieurs millions d'années, la jeune Terre encore chaude est entrée en collision avec la planète Theia. Les avis divergent à ce sujet. La Lune, de taille comparable à celle de Mars. De nombreux facteurs soutiennent cette hypothèse. Par exemple, la composition de la Terre et de la Lune est à la fois similaire et différente. Par exemple, la Lune est pauvre en éléments volatiles et possède un petit noyau de fer sulfuré. Et puis, les échantillons de sol lunaire ont été fortement fondus autrefois, ce qui témoigne également d'une collision monstrueuse dans le passé. Cependant, il y a des lacunes dans ce schéma. Personne n'a-t-il essayé de les combler? À l'automne 2024, des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont publié dans The Planetary Science Journal une étude intéressante qui réfute l'hypothèse de la collision géante et propose une alternative. Elle affirme que la Terre a capturé la Lune par gravité et l'a forcée à devenir son satellite. De plus, les spécialistes estiment que notre planète aurait pu capturer des objets plus grands, comparables par exemple à Mars, mais dans ce cas, les orbites des corps célestes auraient été très instables. Les employés de l'université mentionnée affirment que si la théorie de l'impact géant était vraie et que la Lune s'était formée à partir de débris, alors sa rotation devrait être concentrée au-dessus de l'équateur terrestre. Mais notre satellite se déplace dans un tout autre plan. Que disent les autres hypothèses sur la formation de la Lune? Il est remarquable qu'elle soit divisée en 3 groupes qui s'excluent mutuellement. Il est aussi possible que la Terre et son satellite soient issus d'un même nuage protoplanétaire. Il est possible que cette hypothèse ne soit pas loin de la vérité. En fait, lorsque les géophysiciens américains se sont penchés sur l'âge de notre satellite, ils ont basé leurs recherches sur la méthode uranium-plomb. La datation radioisotopique du zircon trouvé dans le régolithe lunaire de Apollo 14 a révélé que la croûte lunaire a commencé à se former il y a 4,5 milliards d'années. Notre satellite est donc apparu 60 millions d'années après la formation du système solaire et non 121 millions comme on le pensait. Cela a été découvert grâce au calcul de l'âge du zircon contenu dans le régolithe. Donc, on pourrait rejeter en toute conscience la théorie de la méga-collision, mais ce n'est pas si simple. Les géophysiciens israéliens pensent qu'il y a bien eu un cataclysme, mais pas avec un seul objet, plutôt avec au moins 20 corps célestes. En principe, cette hypothèse explique très bien la similarité de la composition chimique de la Lune et de la Terre. Très probablement, la Lune que nous voyons aujourd'hui était complètement différente il y a plusieurs millions d'années. Beaucoup sont convaincus qu'il s'agissait d'un corps très actif, et non poussiéreux et mort comme aujourd'hui. Sur la jeune Lune, des volcans entraient en éruption, des océans de lave coulaient, la surface dégageait une chaleur insupportable.
Sinon, d'où viendraient ces mers, ces cratères et ces vallées? Concernant la Lune, malgré les avis des géophysiciens et astronomes, nous ignorons toujours l'origine réelle de l'astéroïde Ryugu et la formation exacte de la Lune. Voilà tout le problème de l'étude de l'espace et de ses objets. Nous avançons sans cesse à tâtons, redoutant l'erreur. C'est pourquoi cela ressemble à des funambules marchant sur un fil tendu entre des gratte-ciel. Récemment, un funambule estonien a osé traverser un fil de 100 mètres tendu entre les Jumeirah Emirates Towers de Dubaï à une hauteur de 224 mètres. Même regarder une telle attraction de côté fait peur, car la moindre erreur peut être fatale. Que dire alors des erreurs dans les recherches spatiales? Certaines pourraient coûter très cher à l'humanité. Nous n'avons pas de corde de sécurité. Quelles associations vous viennent à l'esprit avec le concept de vide? Que voyez-vous mentalement? Un océan sans fin, un désert aride. Peut-être imaginez-vous la creepypasta Backrooms avec un labyrinthe impénétrable et infini composé de milliards de couloirs vides. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un vide beaucoup plus global. Le vide cosmique qui n'a pas d'équivalent dans notre univers. Et le plus effrayant, c'est que la Voie lactée, notre propre galaxie, s'y trouve justement. Qu'est-ce qu'un vide cosmique? C'est un endroit effrayant où l'on peut comprendre le véritable sens du mot « vide ». C'est dans la nouvelle « Vide » de German Shenderov. Dans cette histoire, l'équipage d'un camion spatial, à cause d'une erreur critique du navigateur, s'est retrouvé dans un gigantesque vide dont il est impossible de s'échapper. De même, la Voie lactée est à jamais prisonnière d'une gigantesque région sphérique de l'espace appelée le vide KBS. Le vide KBS, c'est un vide incroyablement immense, d'environ 2 milliards d'années-lumière ou 600 mégaparsecs de diamètre. Elle est tellement immense que même la présence du groupe local de galaxies et une grande partie de l'amas Laniakea ne rendent pas le vide moins vide. Autrement dit, à son échelle, ces objets ressemblent littéralement à une goutte d'eau dans l'océan. À l'heure actuelle, le vide KBS est le plus grand jamais découvert et la Voie lactée s'y trouve à environ 100 millions d'années-lumière de son centre. N'est-ce pas la réponse à la question posée il y a des années par le physicien américain Enrique Fermi? Où sont-ils tous? Est-ce possible? C'est peut-être pour cela que personne n'a encore essayé de nous contacter. Voici une analogie connue illustrant l'immensité de l'univers. Il y aurait plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages terrestres. Si chaque étoile possédait au moins une planète, imaginez combien il y en aurait autour de nous. Mais parmi tous les signaux que nous pourrions à tort interpréter comme des tentatives de civilisation extraterrestre de nous contacter, il y en a extrêmement peu depuis tout le temps où nous surveillons le macrocosme par radio. Revenons au vide. Qui l'a découvert et quand? La Void KBC a été découverte par les astronomes Amy Barger, Lennox Couey et Ryan Keenan en 2013. Des recherches indirectes ont révélé qu'il est bien plus grand que le supervoide d'Eridan et même que le gigantesque voide d'un diamètre d'environ 1 milliard d'années-lumière. Au départ, les scientifiques doutèrent de ces résultats, mais il s'est avéré qu'un vide aussi vaste est compatible avec le modèle cosmologique standard. Et cela explique même certaines de ces incohérences. Par exemple, les problèmes de mesure de la constante de Hubble que nous aborderons plus tard. Cependant, d'autres avis existaient. Certains scientifiques jugeaient improbable la formation d'un vide si vaste selon le modèle universellement accepté de l'univers. Des modélisations informatiques ont même été avancées pour contester l'existence d'un tel vide. Il est possible qu'ici, une qualité purement humaine soit entrée en jeu. La méfiance envers ce qui semble incroyable et dénué de sens. En effet, pourquoi l'univers créerait-il un immense vide avec une densité de matière réduite? En examinant la question plus globalement, il est apparu que la présence des vides assure l'équilibre de toute matière dans le macrocosme. Qu'est-ce que la constante de Hubble et pourquoi son interprétation a-t-elle suscité des désaccords et comment le vide KBC a-t-il aidé à les résoudre? Pour l'expliquer en termes simples, la constante de Hubble est une valeur identique pour tous les points de l'univers à un moment donné qui caractérise la vitesse d'expansion de l'espace. Cependant, bien qu'on l'appelle une constante, c'est-à-dire quelque chose d'invariable et de statique, la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres change parfois pour des raisons inconnues. Faisons un retour en arrière de près de 14 milliards d'années.
Et revenons aux origines, au Big Bang. Selon le modèle généralement accepté, c'est à partir de ce moment-là que l'espace a commencé à s'étendre et que l'univers a commencé à grandir, et il continue de le faire encore aujourd'hui. Comment mesurer la vitesse d'expansion de l'univers? On peut le faire en utilisant une méthode directe, c'est-à-dire en observant les galaxies proches et en mesurant leur vitesse d'éloignement par rapport à nous. La deuxième méthode est indirecte, elle consiste à observer le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement fossile. C'est là que naissent des contradictions. Dans le premier cas, l'utilisation de la méthode directe nous donne un chiffre de 73 km par seconde, tandis que, pour l'observation du rayonnement fossile, le chiffre est différent et s'élève à 67 km par seconde. Bien qu'à première vue, les différences semblent minimes, statistiquement, ce sont des indicateurs très significatifs. Une telle divergence influence également la détermination de l'âge de l'univers, car c'est précisément la vitesse de son expansion qui sert de mesure pour cette valeur, c'est-à-dire dans le cas où la valeur de la constante de Hubble est plus élevée. L'âge de l'univers serait d'environ 12 milliards et demi d'années et non de 13,8 milliards. Cela change tout fondamentalement. Par exemple, de tels modes de calcul influencent également notre compréhension de la nature de l'énergie noire, de la matière noire, de la nature, de la gravité, et ainsi de suite. Quelle importance le gigantesque vide de JVM a-t-il pour l'interprétation de la constante de Hubble? C'est en réalité énorme. Dans ce cas, il n'est même pas nécessaire d'être astrophysicien, alors utilisons simplement la logique. Le vide de l'univers, comme tout autre, contient beaucoup moins d'objets en son sein. Certains vides sont vraiment vides, mais celui de la Voie lactée ne l'est pas, comme vous le voyez. Donc, s'il y a moins d'objets là-bas, il y a donc moins de matière, par rapport aux régions situées en dehors du vide. Une densité plus faible signifie que les galaxies et les étoiles exercent une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible. En général, la densité de notre vide, selon des mesures indirectes, est estimée à 20 fois inférieure à la densité moyenne de l'univers à grande échelle. Cette marge d'erreur explique sans doute les différentes valeurs de la constante de Hubble. En outre, la découverte de vide d'une telle ampleur remet en question l'interprétation de la matière noire froide et sa répartition dans l'univers. Comment concilier ces incohérences? À cette fin, les scientifiques utilisent même une théorie alternative, la dynamique newtonienne modifiée, dans laquelle la matière noire n'apparaît pas. Quelle conclusion tirer en revenant à la question « Où sont-ils tous ?» Il est évident que le vide est un endroit beaucoup moins peuplé que les autres régions de l'univers. Naturellement, s'il y a moins d'étoiles, il y a aussi beaucoup moins de planètes où quelqu'un pourrait habiter. Ainsi, on peut en conclure que la vie, si elle existe ailleurs qu'ici sur Terre, est concentrée dans des endroits où la densité d'étoiles est plus élevée. Là-bas, il peut y avoir des interactions actives. Dans un lieu comme le nôtre, l'attention suit le principe du résidu. Pourquoi cette option ne serait-elle pas envisageable? Le deuxième point, également important dans ce contexte, c'est l'éloignement beaucoup plus significatif des galaxies situées dans le vide les unes des autres. Chacune d'elles est littéralement comme une oasis au milieu des malheurs de ce désert sans fin. On peut supposer que quelqu'un envoie encore des signaux dans l'espace, mais ils se perdent dans le vide sans destinataire. Par exemple, ceux qui nous sont parvenus du vide, qui les a envoyés et pourquoi, qu'attendait-il, espérait-il recevoir une réponse? Ces questions resteront rhétoriques pendant longtemps. Quelle est alors la troisième raison du silence total de l'univers? Ici, nous ne vous surprendrons probablement pas, car elle a été évoquée à plusieurs reprises, aussi bien par les scientifiques que par les gens ordinaires. En un mot, on peut l'appeler la théorie du zoo. La brève description de ce phénomène est qu'on nous observe, mais qu'on ne se précipite pas pour entrer en contact avec nous. Par exemple, si vous êtes une civilisation bien plus avancée, pourquoi vouloir nous contacter? Et pour couronner le tout, il y a le principe anthropique. Qu'est-ce que cela signifie? En essence, c'est un argument qui dit que nous voyons l'univers tel qu'il est, parce que seul dans un tel univers, un observateur, dans notre cas l'homme, pouvait apparaître. En fin de compte, le principe anthropique relève davantage de la philosophie que de l'astronomie.
Si l'on prend la version forte du principe anthropique, elle a été formulée par John Wheeler en 1983 et appelée le principe anthropique participatif. Il s'énonce ainsi: les observateurs sont nécessaires pour que l'univers acquiert l'existence. De ce principe découle la version faible formulée ainsi: nous n'observons pas une région arbitraire de l'univers, mais celle qui est propice à l'apparition et au développement de la vie. Pourquoi les physiciens ont-ils adopté ces spéculations philosophiques? Rappelez-vous les principes quantiques d'intrication ou le dualisme onde-corpuscule. La charge qu'aura un photon intriqué, ou le fait qu'il devienne véritablement une onde ou acquiert les caractéristiques d'une particule, dépend précisément de l'observateur. Il peut aussi s'agir d'un appareil de mesure, pas seulement d'une personne. Alors, pourquoi l'effet d'observateur, appliqué au microcosme, ne pourrait-il pas être utilisé à l'échelle et dans le cadre de l'univers? Autrement dit, en gros, c'est une sorte de code global de Schrödinger, ou plutôt une boîte dans laquelle se trouve le code. Et tant que nous ne l'ouvrons pas et que nous ne commençons pas à observer l'objet qui s'y trouve, tout reste dans un état d'incertitude. Comment les physiciens évaluent-ils concrètement l'influence du principe anthropique? Ils estiment que les lois de la nature, observées actuellement, ne sont pas les seules qui existent. Si l'on se base sur ce principe, il pourrait exister d'autres univers tout à fait réels, mais avec des lois différentes. Le dernier principe, énoncé par Wheeler, bouleverse complètement notre conception du monde. Il affirme qu'aucun univers n'acquiert le statut de réalité sans un observateur conscient. Cela fait immédiatement penser à la réalité virtuelle. Les joueurs de Grand Theft Auto et d'autres jeux bac à sable comprendront de quoi il s'agit. Tant que vous vous trouvez dans une rue, une autre n'est qu'un ensemble disparate et fragmentaire, mais dès que vous y apparaissez, elle prend forme et devient réelle. Ce principe est utilisé pour éviter que votre ordinateur ne charge indéfiniment des lieux que vous ne voyez pas à un moment donné, et aussi pour ne pas surcharger les serveurs. Maintenant, la question est la suivante. À votre avis, les serveurs de l'univers, ou sa capacité de mémoire si vous préférez, sont-ils infinis? Si l'on en croit ce principe, alors non, c'est précisément pour cela que le chargement des lieux de l'univers ne se produit que lorsqu'ils sont observés. On a envie d'utiliser le bon vieux mème. Alors, comment tu la trouves, celle-là, Elon Musk? Après une information aussi complexe, faisons une pause. Pas de conclusion habituelle, on se retrouve au prochain épisode. Si vous avez quelque chose à dire, rendez-vous dans les commentaires. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo, il y a encore des épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires qui nous attendent. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et de continuer la phrase « Je sais ». Ainsi, vous ferez comprendre que nous avançons dans la bonne direction, ne changez pas de sous-titre.